Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, sur un livre d'histoire, sur un thème que j'affectionne particulièrement, hein, et ça faisait longtemps aussi que je voulais trouver un bon livre sur le sujet. Je n'en trouve pas forcément beaucoup. Alors notamment en français, il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est un livre en français, et le sujet, il s'agit de l'Ouest américain, à l'époque de la conquête de l'Ouest. Mais le livre traite d'un sujet en particulier, un sujet qui a beaucoup fait parler. Il va parler de la bataille de Little Big Horn. Alors Little Big Horn, je ne sais pas si tout le monde connaît cette expression. Quand on connaît le western, quand on connaît la conquête de l'Ouest, évidemment ça fait tilt tout de suite, on sait ce que c'est. Pour les autres, eh bien, c'est une grande bataille qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Et donc, cette bataille met en scène un protagoniste particulièrement charismatique, c'est le général George Custer. Alors, on a beaucoup parlé de George Custer, un personnage qui a traversé l'histoire du XXe siècle à travers la littérature, mais aussi à travers les films. Il y a eu de nombreuses adaptations, bonnes et mauvaises, à charge et à décharge contre Custer. Plus on a avancé dans le temps, pour faire simple, plus on a avancé dans le XXe siècle, plus l'image du personnage s'est assombrie. On a voulu en faire un monstre sanguinaire. La contre-culture américaine est passée par là. On l'a ridiculisé dans par exemple Little Big Man, le film. Custer est totalement ridiculisé et ridicule. On prend le contre-pied total de ce qu'était le personnage historique réel. Et évidemment, c'est un personnage qu'on a pris comme cible, comme tueur d'Indiens, détesté par les Indiens, qui aurait été un sanguinaire comme c'est pas permis. Et tout ça, évidemment, n'est pas forcément étayé. Ce livre est un livre écrit par un Français, donc je vous le présente tout de suite. Ça s'appelle Little Big Horn, l'autopsie d'une bataille légendaire. Donc c'est David Cornu qui a écrit ce livre. Je ne le connaissais pas, cet auteur. Et donc c'est un livre d'une bonne taille, d'autant plus qu'il est écrit sur 4 colonnes dans l'ouvrage. Il y a une somme d'illustrations d'époque incroyable. Autant vous dire, je ne vais pas attendre la conclusion pour le dire, c'est un livre extraordinaire. Je n'ai pas eu beaucoup entre mes mains, et pourtant je lis vraiment beaucoup, de livres de cette qualité. C'est un livre exceptionnel. Dans le top 10 de ce que j'ai pu lire dans ma vie entière, ce livre entre dans le top 10. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Donc il est exceptionnel à plus d'un titre. Évidemment, c'est un livre qui parle d'un sujet qui me passionne. Donc là, il y a un parti pris, je veux bien le reconnaître. Mais c'est un livre qui a des qualités intrinsèques incroyables. Il est écrit d'une très très belle manière. Il est presque exhaustif sur la bataille de Little Big Horn, mais pas seulement. Le livre va s'intéresser aux années qui précèdent, quelques petites décennies avant Little Big Horn, et va s'intéresser à ce qui se passe après, aux conséquences de Little Big Horn, et jusque dans les années récentes, avec un tout petit chapitre, en fait plutôt des annexes à la fin, qui vont nous parler de comment l'image de Custer a évolué, comment elle continue à évoluer, les revirements par rapport aux critiques qu'on a pu émettre contre lui. Et le livre s'attache donc à nous redéfinir le monde à l'instant T, je vous disais, quelques dizaines d'années avant, quelques dizaines d'années après Little Big Horn. Et évidemment, le gros du livre, il est sur la bataille elle-même, qui est une bataille d'importance. Le livre est passionnant à plus d'un titre. Déjà, je vous le dis, il contextualise beaucoup. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. On a accès au monde de l'Ouest avant Little Big Horn. L'auteur nous donne moult détails pour qu'on comprenne parfaitement l'ambiance, qu'on comprenne les protagonistes, les enjeux, que ce soit du côté amérindien ou du côté américain. Et évidemment, on a une somme de détails extraordinaires par le biais de documents d'époque, par le biais de lettres
qui sont retranscrites dans le livre, des lettres d'époque évidemment, de soldats, de gradés qui ont échangé, qui ont laissé des traces. On a beaucoup de commentaires d'Indiens qui ont survécu évidemment, qui ont plus tard témoigné sur Little Big Horn, qui donnent des informations capitales, vraiment précieuses, pour comprendre l'enjeu de la bataille, pour comprendre comment la bataille s'est déroulée, et pour enfin accéder à une vérité sur cette bataille incroyable qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que finalement on a rapidement dit que Custer était allé au-devant d'un massacre, qu'il avait emmené ses hommes à la mort, et que finalement c'était une erreur surtout de sa part et non pas une erreur de l'état-major. Le livre, donc cet auteur est français, le livre reprend également des sources américaines, parce qu'il y a pas mal d'historiens américains, il y en a même vraiment beaucoup, qui depuis des années réhabilitent la figure de George Custer et qui tentent de montrer que pas du tout. Premièrement, ce n'était pas l'homme sanguinaire qu'on a voulu dépeindre à partir des années 60, 1960 je veux dire. Ça n'était pas non plus une erreur de sa part, la stratégie mise au point pour Little Big Horn, et qu'en fait, malgré tout, il y a des éléments beaucoup plus parlants pour nous expliquer pourquoi Custer a perdu, pourquoi la bataille s'est déroulée comme ça, pourquoi ça a été un carnage, pourquoi l'armée américaine s'est fait massacrer. Et on a des révélations incroyables. Incroyables. Moi, je connaissais la ligne classique de Little Big Horn, je m'étais intéressé un petit peu, mais c'est la première fois que je lis un livre qui est consacré, et donc on a des révélations, mais alors stupéfiantes, qui sont étayées par des pages et des pages de témoignages, de détails, encore une fois des témoignages d'historiens américains qui évidemment confirment et qui vont dans le sens de la thèse de ce Français. Et globalement, l'ambiance a changé par rapport à ce qu'on pouvait, dire pardon, de Custer avant. Ce livre est un livre qui a été édité en 2012. Il n'est pas extrêmement ancien. Je possède une édition revue et augmentée. À la fin de cette nouvelle édition, il y a quelques réponses. Alors ça, c'est épatant, j'ai rarement vu ça. L'auteur a pris la peine de faire plusieurs pages sur des réponses à des critiques qui avaient été émises sur sa version. Pas forcément des critiques de professionnels, hein, des critiques de gens qui ont pu lui écrire, et il a voulu mettre au point en allant encore plus loin dans le détail pour montrer que sa thèse, soutenue encore une fois par de nombreux historiens américains, est quasiment imparable en réalité. Donc je vais quand même vous citer pas mal d'exemples. Oui, j'ai pris beaucoup de notes, hein, dans ce livre, et encore j'ai essayé de réduire au minimum, parce que j'aurais pu citer beaucoup d'exemples. Je vais vous lire quand même pas mal d'exemples pour vous donner envie à vous aussi de lire ce livre incroyable. Donc le livre est divisé en 4 parties. Donc on a, je vous disais, une partie sur le contexte avant la bataille de Little Big Horn. On a une partie qui nous parle d'une manière assez conséquente des Indiens. Alors évidemment les grands protagonistes, hein, Crazy Horse et Sitting Bull en tête. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a énormément de chefs indiens qui sont cités dans cet ouvrage. Il y a énormément de photographies. Des photographies de très belle qualité. On a des pleines pages. Là, on a un camp, par exemple, indien en pleine page. Ici, on a énormément de photographies. Il y a évidemment des photographies d'Indiens. Je crois qu'il n'y a pas 2 pages sans une photographie qui est pas là pour illustrer, hein, qui est vraiment à propos par rapport à ce qu'on nous dit dans le texte au moment où on nous le dit. On a des photos du général Custer, évidemment. On a des photographies de bataille. Là, on a le général, enfin plutôt lieutenant-colonel au moment de Little Big Horn. Parce que je vous fais pas une bio, hein, de Custer, mais Custer a participé à la guerre de sécession. Il était dans le camp des nordistes et il a été élevé jusqu'au grade de général. Il s'était distingué à plusieurs batailles, notamment à Gettysburg, en faisant une charge assez exceptionnelle contre les sudistes, et il est monté au grade de général. Quand la guerre de sécession a pris fin, il a été rétrogradé d'un naturel. C'était quelque chose qui se faisait pour tous les gradés. Il a été rétrogradé à son grade inférieur et il est donc redevenu lieutenant-colonel.
Et il est entré dans le 7e de cavalerie, le fameux régiment 7e de cavalerie, immensément célèbre. Et donc, je vous disais, on a donc cette partie sur les Indiens, on a la troisième partie sur la bataille elle-même. Alors, c'est une partie exceptionnelle. Elle se lit avec passion, c'est fantastique. On a heure par heure, parfois quart d'heure par quart d'heure, de temps en temps, minute par minute, ce qui se passe, la progression de la bataille sur les 3 jours, donc c'est le 25 juin 1876, ça a duré 3 jours. Et on a la progression, et on est pris vraiment aux tripes de savoir ce qui va se passer, même si quand on connaît l'histoire, eh bien on connaît le déroulement de la bataille et sa fin tragique, mais toujours est-il que c'est passionnant, c'est presque exceptionnel. On est plongé au cœur de l'histoire d'une manière exceptionnelle, et tout ça est étayé par des lettres de soldats qui ont témoigné, qui ont apporté évidemment du crédit à ce qu'on sait aujourd'hui sur la bataille. Il y a eu évidemment des fouilles archéologiques aujourd'hui, et puis depuis un moment déjà, qui ont étayé les thèses du livre. Et donc voilà, tout ça est mentionné dans ce livre, et je ne pourrai jamais vous dire tout ce qu'il y a dans cet ouvrage. Je vais vous citer quelques exemples qui sont intéressants, qui ne sont pas forcément tous liés à la bataille de Little Big Horn, bien qu'il y en aura beaucoup, mais quelques éléments intéressants. Alors, je vous disais, l'auteur veut contextualiser cette époque de l'Ouest, de la conquête de l'Ouest bien avancée, parce qu'on est en 1876, donc la conquête de l'Ouest est en train de se faire, mais on a bien avancé, et évidemment, il y a le problème indien, les guerres indiennes, comme on les a nommées, et bien évidemment, c'est logique, c'est la confrontation d'un conquérant et d'un conquis, donc d'un résistant et d'un envahisseur. Donc les Américains envahissent les territoires indiens, les Indiens eux-mêmes veulent résister, mais les Indiens eux-mêmes sont en guerre entre eux depuis des décennies, et même depuis en réalité des centaines d'années. Donc il n'y a pas de cohésion indienne, on aura des Indiens dans les 2 camps, il y a des Indiens chez Custer, il a des éclaireurs avec lui, et il y a évidemment les grands protagonistes indiens, comme je le disais tout à l'heure, Sitting Bull, Crazy Horse et d'autres, qui sont dans le camp de la résistance. Donc l'auteur, David Cornu, nous contextualise tout ça, nous explique le danger de l'installation dans l'Ouest à cette époque, comment globalement les colons vont conquérir un endroit, un peu comme dans le film Horizon de Kevin Costner, ils s'installent quelque part, et puis finalement, au bout d'1 semaine, un raid indien leur tombe dessus et ils sont tous massacrés. Donc les massacres de civils, on parle évidemment d'enfants, de femmes ou d'hommes qui sont tous massacrés, les enfants sont souvent enlevés, et donc voilà, on a ce genre de contexte. De l'autre côté, on a les Américains qui grappillent de plus en plus de terres indiennes, et ça ne peut aller qu'au conflit, c'est l'histoire du monde, 2 forces s'opposent, et évidemment, il y a un résistant légitime et il y a un envahisseur, on pourrait dire illégitime, mais en tout cas, il est sur le terrain et il veut prendre possession de terres qui ne lui appartiennent pas au départ. L'auteur nous rappelle certains éléments qui ne sont pas anecdotiques, parce qu'il nous débarrasse des poncifs qu'on a habituellement sur l'Ouest, sur les Indiens et sur l'armée américaine. Donc je vais vous en citer un qui est assez amusant, qui nous parle des bisons. On a souvent en tête l'image des bisons massacrés par les chasseurs blancs, à l'image du plus connu d'entre eux, Buffalo Bill, donc c'est pas pour rien qu'il s'appelle Buffalo Bill. Et donc du coup, on a cette image des blancs qui ont évidemment tué énormément de bisons, au point de mettre l'espèce carrément en danger. Mais l'auteur nous rappelle qu'il ne faut pas rester sur une seule ligne d'interprétation. Les Indiens eux-mêmes massacraient du bison, et n'étaient pas les amoureux de la nature que la contre-culture américaine des années 60 a voulu en faire. Ils n'étaient pas aussi réfléchis que ça, ils restaient des hommes, et finalement, s'ils n'ont pas massacré autant de bisons que l'homme blanc, c'est qu'ils n'en avaient pas les moyens techniques, tout simplement, et qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour cela. Je vais vous citer cet exemple qui est intéressant, et qui nous parle de la chasse aux bisons. Donc là, on va avoir un exemple
d'un historien américain qui nous en parle, et de cet historien français qui introduit l'historien américain sur cette anecdote sur les bisons. Comme le bison, était placé sur un piédestal par la majorité des tribus, chaque bête devait faire l'objet d'une mise en valeur maximale. Mais il faut se garder de tout angélisme. Les Indiens étaient des hommes comme les autres, avec les mêmes vices. En 1854, par exemple, un groupe de Sioux tua 1400 bisons en une seule journée pour ne récupérer que leur langue. Pour l'historien George Hyde, la référence sur l'histoire des Sioux, 2 points. Voilà ce qu'il nous dit. Certaines âmes crédules qui ont écouté les histoires des descendants Sioux nous disent que l'Indien était le premier des écologistes, qu'il ne tuait que ce dont il avait besoin pour nourrir sa famille. Prenez garde à ne jamais détruire la forêt et de ce fait a établi toutes les règles du Bureau de l'environnement des États-Unis avant que ce bureau n'existe. En vérité, la plupart des Sioux à l'origine étaient nés gaspilleurs. Ils chassaient le gibier dans une région, puis se déplaçaient vers d'autres terrains de chasse. Ils détruisaient un grand nombre d'arbres, coupaient l'écorce pour nourrir leurs chevaux pendant l'hiver. Ils avaient l'habitude de faire des feux de prairie en automne pour assurer la pousse de l'herbe nouvelle au printemps, et ne s'indignaient pas quand les feux de prairie qu'ils répandaient sur 150 km brûlaient des forêts entières, tuaient des animaux et faisaient d'autres dommages. Donc voilà, ça continue sur cet exemple de la chasse. Et ce qui n'empêche pas l'auteur, je vous le dis tout de suite, de nous parler après des massacres de bisons par les Blancs, évidemment. Mais il veut simplement rétablir l'équilibre. Et donc il y a cet historien américain qui nous donne cet exemple vraiment parlant. Parce qu'on a toujours évidemment cette vision naïve, bien souvent déformée par le cinéma ou par la littérature. Évidemment que pendant un certain temps, le cinéma américain des premières années a plutôt pris le parti de l'homme blanc, mais rapidement on a voulu contrebalancer d'une manière outrancière la position des Indiens qu'on considérait finalement comme des grands naïfs qui n'étaient pas. Donc voilà, cet extrait rétablit assez bien la vérité. Alors là c'est pareil, je vais vous citer un exemple qui se situe toujours avant la bataille de Little Big Horn, toujours pour mettre du contexte. Et donc l'auteur va nous parler de la position des Américains, de l'armée et de la position des Indiens, et pourquoi est-ce que finalement les Indiens ne peuvent pas se fier aux Américains et pourquoi les Américains ne peuvent pas du tout se fier aux Indiens. Donc il est question de traîtrise, de rupture de pacte, de rupture de contrat, et vous allez voir, ça marche en fait dans les deux sens. Donc là, on est au Montana, dans les Black Hills, donc ce sont des terres indiennes sacrées à l'époque. Les Américains ont décidé d'aller les exploiter parce qu'on pense qu'il y a de l'or, on pense qu'il y a des ressources, et donc on veut quand même peut-être envoyer quelques personnes pour éclairer un peu la zone et voir s'il n'y a pas potentiellement de l'or à récupérer. À ce moment-là, il y a un contrat avec les Indiens pour ne pas aller s'installer dans les fameux Black Hills, et vous allez voir ce qu'il en est en réalité. Donc je vous lis cet exemple. Donc ce genre d'histoire, c'est ce que je viens de vous raconter, est connu de toute l'Amérique. Les Black Hills, c'est le salut pour Grant. Dirigé par Sheridan, c'est des généraux, une commission présente au gouvernement un plan pour entrer dans les collines si attractives. Officiellement, une expédition comprenant militaires, scientifiques et civils doit établir des cartes de la région et trouver un nouvel emplacement pour un fort à la limite de la réserve Sioux, parce qu'une réserve a déjà été donnée aux Sioux à cette époque. Officieusement, elle doit aussi déterminer si des rumeurs d'or dans les collines sont fondées. Le gouvernement négocie déjà les futures cartes topographiques avec la compagnie de chemin de fer Pacifique, la fameuse compagnie. Bien qu'ils ignorent les desseins officieux des hautes instances, les Indiens voient cette expédition comme une provocation ouverte et protestent par la voix de leurs collègues des réserves. Sheridan contre-attaque en déclarant que les Sioux ont violé le traité en tuant des ouvriers, des agents de réserve et des soldats du Nebraska et à Fort Laramie. Ces crimes sont véridiques et authentifiés. Ils sont l'œuvre de guerriers qui sont sortis de l'agence Cheyenne River. À dire vrai, les Indiens avaient déjà largement violé le traité, notamment par des actes de guerre en 1870, attaques contre l'armée et contre une réserve de Crocs, notamment. Des Crocs, c'est d'autres Indiens qui sont en guerre contre les Sioux.
À tel point d'ailleurs que les Américains avaient envoyé des émissaires dans les Black Hills pour s'assurer que les tribus avaient bien compris les termes de l'accord. Ça revient tout le temps, c'est monnaie courante dans tout ce chapitre. Le fait que la préoccupation principale des États-Unis à ce moment soit l'or des Black Hills ne fait aucun doute. Néanmoins, la bêtise des bandes guerrières qui évitent leur dispersion cherchant constamment le combat donne une longue liste de preuves solides au général Sheridan. Le fait que les chefs indiens, ferment les yeux sur ces attaques, en prétendant qu'il est de coutume chez les Indiens de ne donner aucun ordre, aggrave encore leur cas. Sheridan n'a guère besoin de se fatiguer pour démontrer que les Indiens n'ont tenu aucune de leurs promesses et que le gouvernement n'a donc pas besoin de tenir les siennes. Donc voilà, ça c'est amusant parce que des exemples comme celui-ci, on en a pas mal dans le livre et on comprend aisément que d'un côté comme de l'autre, globalement, on a du mal à respecter ses promesses. Alors les Américains le font un peu en fourbe en disant on va juste regarder pour établir des cartes et éventuellement un petit fort. En même temps, ils profitent pour jeter un œil dans les terres sacrées. Mais les Indiens ne se privent pas finalement de ne respecter aucun traité, sous prétexte qu'on ne peut pas tenir les bandes de guerriers. Ça revient dans tout ce chapitre où on nous explique qu'un traité est signé, des armes par exemple sont données aux Indiens, alors on leur donne une réserve qui est quand même immense, et on leur donne des armes, donc ils doivent recevoir des armes, les armes sont reçues, les Indiens ont comme pacte avec l'armée américaine, avec le gouvernement, de ne pas sortir de la réserve, en tout cas de ne pas aller s'en prendre à des colons qui habitent pas très loin, les armes sont données, 15 jours après, les colons sont massacrés avec les armes qu'on leur a données 15 jours avant. Donc ça c'est monnaie courante, des bandes de guerriers n'obéissent pas, le système indien fonctionne comme ça, l'autorité des chefs n'est pas aussi assise que l'autorité d'un gouvernement comme celui des États-Unis, et donc on ne respecte pas, et finalement les chefs indiens expliquent eux-mêmes que ça fonctionne comme ça chez eux. Il ne faut pas s'étonner, les Indiens sont en guerre, comme je le disais tout à l'heure, entre eux depuis des siècles. Donc si on peut grappiller un bout de territoire à l'adversaire, on le fait. Si on peut aller capturer les petits-enfants de l'adversaire, on le fait. Si on peut aller violer les femmes de l'adversaire, on le fait. Les Indiens, globalement, ne respectent pas, n'ont pas du tout le même système de fonctionnement que nous. On ne peut pas leur en vouloir. C'est leur système de tribal, avec des zones qui ne sont pas délimitées par des frontières. Donc en fait, ils n'ont pas de réel territoire. Donc voilà, ça, des anecdotes comme ça, on en a quand même pas mal dans le livre au début. Alors justement, à ce propos, petit extrait très court, pour nous rappeler que les Indiens sont sous la domination de tribus importantes. Donc on a des Indiens qui, comme les Crocs par exemple, qui ne sont pas très contents du comportement des Sioux, qui ne sont pas contents du comportement des Cheyennes, qui sont en guerre entre eux, parce qu'évidemment il y a toujours eu des gens un peu plus pacifiques que d'autres, évidemment, mais globalement les grandes tribus qu'on connaît, les Sioux, les Cheyennes, les Arapaho, les Comanches, sont des tribus un peu belliqueuses et qui veulent étendre leur territoire et qui s'en prennent aux autres Indiens. Et quand je dis ils s'en prennent, il faut lire les témoignages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quartier. Un Indien Croc vole un poney à un Sioux, une bande de Sioux lui tombe dessus, lui coupe les mains, lui coupe les oreilles, lui coupe le nez, les mascule et finissent par l'éventrer et le laissent comme ça dehors. Globalement, c'est la vérité historique, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe de la même manière avec les soldats américains qui sont capturés par les Indiens. On a évidemment ce qu'on pourrait qualifier d'actes barbares, des actes barbares qui sont commis sur les cadavres. On a des photos assez atroces qui nous montrent ça, et on voit effectivement la teneur du niveau de barbarie, même si évidemment tout peut toujours s'expliquer. Il y a des rituels indiens derrière ce que nous voyons comme de la barbarie, et ils peuvent être expliqués. Toujours est-il que pour un blanc qui retrouve son collègue nu, les mains coupées, éventrées, émasculées, les cuisses ouvertes en deux, on peut comprendre que ça choque évidemment l'homme blanc. Donc là, un petit rappel sur les Sioux, ce peuple très important, et l'emprise qu'a ce peuple sur les autres tribus. Le peuple Sioux est une nation influente, belliqueuse et conquérante, qui contraint depuis 2 siècles les tribus ennemies à abandonner leurs terres. Il est divisé en de nombreuses communautés, dont les plus célèbres sont les Lakota,
donc je vous passe toutes les subdivisions. Les Santis, les Hidatsa, fiers et indépendants, les Sioux ont peu à peu établi leur supériorité sur toutes les autres tribus, prenant possession de tout l'ouest du Dakota et du sud du Montana, y compris la fertile vallée de la Yellowstone et les fascinantes et mystérieuses Black Hills, donc on a parlé tout à l'heure, en fait qu'ils ont volé aux autres. L'état de guerre est pour chaque Sioux permanent. Chaque vol de cheval ou meurtre par une tribu ennemie entraîne une vague de représailles immédiate. Ainsi, les Sioux se sont-ils opposés à maintes reprises à d'autres peuples. Ils se battent, entre autres, également entre eux. Les Lakota, par exemple, haïssent les Crocs et les Indiens Osage notamment. On est loin, bien loin de Danse avec les loups. Yves Berger écrit à ce propos, c'est un historien. Deux points, ouvrez les guillemets. L'Européen qui les voit de loin vivre dans une nature grandiose et sans limite, où ils galopent, envie la liberté, d'apparence absolue qu'ils manifestent. Il les édénise. L'Indien, depuis 5 siècles, a certes changé, mais le regard de l'Européen est resté de même. Le regard que nous posons sur eux est faux. Ils n'habitent pas le paradis. Leur espérance de vie est très courte, et ils ne survivaient qu'en affrontant une nature prodigue de pièges, capricieuse, paroxysmique. Instabilité d'un état naturel qui influait sur les cultures, les migrations du bison. Pour ne rien dire des haines tribales qui existaient bien, et à cause d'elles, de la mort qui courait partout dans la prairie. Donc voilà, c'est attesté. Après, on nous parle des maladies également. On nous parle notamment de la variole. Et on nous explique globalement que la variole, évidemment, a fait pas mal de morts parmi les Indiens, mais également parmi les Blancs. Et là, l'auteur revient sur ce problème très américain, où pendant longtemps, ça continue chez certains auteurs pro-indiens, on parle de génocide. Donc on nous dit, voilà, il y a un génocide amérindien, les colons américains ont voulu éradiquer totalement le peuple indien, ont voulu les massacrer. Alors, le livre s'efforce, comme de nombreuses sources qui sont citées, de nous démontrer le contraire, et que s'il y avait une volonté de génocide, on n'aurait pas donné immédiatement d'immenses réserves aux Indiens, en voulant faire des cessez-le-feu presque immédiats, parce que les Américains n'avaient pas envie de se faire massacrer quand ils étaient colons et installés à un endroit. Donc on a voulu faire des cessez-le-feu rapidement, et que globalement, les cessez-le-feu étaient rarement respectés par les tribus indiennes, et donc, comme je le disais tout à l'heure, on était en guerre permanente, puisque les Indiens eux-mêmes étaient en guerre permanente contre une autre tribu. Donc là, on revient sur ce phénomène de la variole, et sur ce phénomène de génocide, et je vais vous lire un petit extrait intéressant sur cette histoire de génocide. Rassurez-vous, je vous lis beaucoup d'extraits, mais le livre est tellement dense que c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer, ce que je vous lis. Donc le gouvernement américain aurait-il pu freiner l'épidémie de variole? En 1801, le président Jefferson ordonne aux explorateurs, les fameux Lewis et Clark, d'administrer aux tribus le vaccin, introduit dans le pays 1 an auparavant. Plus tard, en 1832, le Congrès débloque $1200, ça paraît rien, mais écoutez la suite, soit plusieurs millions de dollars de monnaie actuelle, pour lutter contre l'épidémie en territoire indien. Donc on a fait vraiment le maximum pour essayer de les sauver. En 1837, le commandant de Fort Union tente de vacciner 30 indiennes, mais 4 décèdent. Submergés par l'ampleur du problème, les médecins gouvernementaux peinent à convaincre les Indiens de subir la piqûre salvatrice. Néanmoins, une étude a montré que dans certaines régions, les Indiens étaient plus vaccinés que les colons. Alors évidemment, toutes ces études sont référencées en bas de page, il y a une référence avec le texte. Le livre est extrêmement sourcé, un coup d'œil suffit à voir, il y a des sources partout. Je poursuis. Mais le mal continue à s'étendre dans tout le pays, particulièrement dans les terres sauvages à l'ouest où il n'y a aucun contrôle. En 1848, 30 000 Blancs périssent durant la ruée vers l'or. Ils ne sont pas les seuls. À la même époque, l'Inde, la Prusse, l'Angleterre et le Japon déplorent la mort de 4 millions de leurs concitoyens malgré la vaccination généralisée. Pour les Indiens, si peu nombreux, les épidémies représentent de véritables tragédies. Ce doit être dit, il est totalement faux de parler de génocide ou d'extermination des Indiens d'Amérique, dont la dramatique baisse de population est due aux épidémies. Aux États-Unis, aucun historien sérieux ne devrait le faire. Et pourtant. Donc voilà, là on a
on a d'autres exemples. On a un historien américain célèbre, Stafford Poole, qui nous dit que tout ça c'est de la propagande pro-indienne et que ça n'a aucune valeur historique et scientifique de parler de génocide ou même d'extermination. Donc là, on en est toujours sur ces fameuses parties concernant l'époque pré-indienne. Donc on va maintenant nous parler évidemment entrer dans le vif du sujet et nous parler de Custer. Alors, il faut contextualiser Custer, je vous le disais, c'est un personnage important, c'est l'homme le plus photographié de son temps aux États-Unis. Il a une très forte réputation acquise grâce à la guerre de sécession. C'est un homme très charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui est droit dans ses bottes, qui ne mâche pas ses mots, même en présence de gradés, même dans des événements officiels, et ça lui a donné une réputation d'homme de l'Ouest solide, que les médias américains de l'Est, les journaux, ont évidemment ont relayé et lui ont donné une aura dans tout le pays. Donc Custer est vraiment très très connu. Donc je vais vous citer un petit extrait sur Custer. Donc là on est avant Little Big Horn et on nous parle de Custer et savoir si cet homme est capable de prendre des décisions, quelle était sa personnalité. Et vous allez sentir, là, par le biais de l'extrait que je vous donne à lire, la personnalité de Custer. Donc on est en 1875, on est avant Little Big Horn. Et donc Custer, lui, ça ne le gêne pas de faire des déclarations dans les journaux. Donc là, il parle au New York Herald, un journal, et il fait une déclaration. Il nous parle des réserves en fait, parce que les réserves indiennes sont toujours discutées à l'époque. On ne sait pas si on doit continuer à en donner, on ne sait pas si elles sont bien approvisionnées. Et Custer, lui, il émet des doutes, non pas sur le bien fondé de donner des réserves, parce que contrairement à ce qu'on le dit, il respecte beaucoup les Indiens, mais sur l'organisation de tout ce système et globalement sur la corruption. Donc là, il pointe du doigt quelque chose dont il ne faut pas parler, la corruption de certains fonctionnaires qui détournent des marchandises qui devraient aller aux Indiens. Donc là, il nous le dit directement, ou plutôt, il le dit au New York Herald, un journal en vogue à l'époque. Déclaration de Custer. Le succès du système des réserves dépend de la tenue des promesses par le gouvernement. Les Indiens sont très attachés au territoire où reposent les os de leurs ancêtres et ne sont guère enclins à les abandonner. Aimer leur territoire est presque une religion pour eux. Ce ne sont pas les ressources du territoire qui les intéressent, mais c'est cet attachement que les hommes blancs ne sentent pas, et donc ne respectent pas. Donc ensuite, il reprend le même thème et il poursuit. Je pense souvent que si j'étais indien, je préférerais grandement rejoindre mes compagnons libres des plaines, plutôt que de me confiner dans des limites d'une réserve pour y recevoir les bienfaits et les vices de la civilisation. Bon, si après ça on ne comprend pas que Custer appréciait, tout en étant, pourquoi pas leur ennemi, appréciait les Indiens, c'est qu'on n'a pas compris l'histoire de l'Ouest en réalité. Plus loin, il poursuit les explications, l'auteur, en nous rappelant pourquoi est-ce que finalement Custer il a raison de se méfier de toutes ces histoires de détournement de marchandises, on peut dire. Donc voilà, je poursuis un petit bout de lecture. Donc Custer, il le répète à la commission, comment peut-il, lui, encourager les Indiens à revenir dans leurs réserves, alors que ces dernières sont mal ravitaillées et dominées par ce qu'il appelle le cercle des escrocs? Comment peut-on tolérer que les bureaucrates s'enrichissent avec des denrées destinées aux tribus placées sous leur responsabilité? La salle est plongée dans le silence. Les commissionnaires se regardent, estomaqués. Plusieurs membres de l'assistance quittent la salle pour montrer leur désapprobation. On accusera plus tard Custer d'avoir témoigné pour sa propre publicité. C'est absurde. Un opportuniste ne s'attirerait jamais l'hostilité des pontes du gouvernement et de l'armée américaine. En effet, Sheridan est offusqué que son poulain de toujours puisse critiquer sa politique indienne. Sherman désavoue officieusement le colonel. Un agent des réserves touché de plein fouet par le scandale va plus loin. Il promet à Custer de le détruire, entre guillemets. Le colonel lui donne alors rendez-vous dans une rue de Washington et lui met son poing dans la figure. C'est la loi de l'Ouest. Les gazettes exultent. On dit « Le général Custer a été le héros d'un pugilat. La nuit passée, le général Custer a rencontré l'agent E.W. Rice à la rue G et lui a passé un sacré savon. » Donc voilà.
Là, c'est pour donner un petit peu l'ambiance globale du personnage de Custer, comment il est, ce qu'on pense de lui. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots et c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout quand il a finalement quelque chose à dire. Là, sur les affaires indiennes, en réalité, on voit que c'est plus compliqué que ce qu'on ne croit. Alors certes, Custer est un soldat. On lui a donné une mission, il est à la tête du 7e régiment de cavalerie, il doit s'occuper des guerres indiennes, mais il n'a pas envie, pour le simple fait d'aller massacrer des Indiens, de massacrer des Indiens. Il y a énormément de témoignages qui rapportent cela dans le livre. Les Indiens eux-mêmes, finalement, on a des témoignages post-mortem après le décès de Custer, rapportent qu'il respectait beaucoup celui qu'ils appelaient longue crinière, parce qu'il avait les cheveux longs à une époque. Et donc du coup, il le respectait, et Custer respectait aussi ses ennemis indiens. D'ailleurs, il les comprenait bien. Custer avait tout autour de lui une bande d'Indiens, alors c'était souvent des Crows, mais pas seulement. Je ne me souviens plus quelle autre tribu, et en fait ce sont des éclaireurs qui travaillaient avec lui. À Little Big Horn, il y avait des éclaireurs indiens, et je ne sais plus combien ils étaient, une trentaine je crois, et en fait il y avait 30 indiens qui travaillaient avec Custer, et qui ont donc participé à la bataille de Little Big Horn, contre les Sioux, les Cheyennes, les Arapaho et tous les autres qui étaient les protagonistes de Little Big Horn. Donc voilà, donc la situation est moins caricaturale que ce qu'on a voulu le laisser entendre plus tard. Donc je vais vous lire un autre extrait. Alors il y a énormément de lettres. Là je vais plutôt entrer dans le cœur du sujet, à savoir la bataille elle-même de Little Big Horn. Donc on a des extraits de lettres, je vous en cite une. On a beaucoup de lettres de l'époque de soldats qui ont écrit avant la bataille, après la bataille. Évidemment, ceux qui sont morts n'ont rien laissé après. La plupart des hommes de Custer sont morts. Tous les hommes de Custer sont morts. Et là, on a une lettre, un extrait de lettre d'un caporal qui a 28 ans, qui témoigne. Il écrit à sa sœur le 5 mars 1876. Donc je vous rappelle que Little Big Horn, la bataille, c'est au mois de juin. Donc on est quelques mois avant la bataille, et ce caporal il va participer à la bataille. Il y a déjà eu évidemment des conflits avec les Indiens les mois précédents, les semaines précédentes. Donc c'est un extrait de lettre. Ma chère sœur, point de suspension. Les Indiens recommencent à devenir très méchants. Je pense que nous aurons des moments difficiles cet été. Le vieux chef Sitting Bull a dit qu'il ne fera jamais la paix avec les Blancs aussi longtemps qu'il aura des guerriers pour combattre. Point de suspension. Elle l'a. Tu ne dois pas m'écrire jusqu'à ce que tu entendes enfin parler de moi. Transmets mon amour à notre sœur, à notre frère. Sitôt que je rentre de cette campagne, je t'écrirai. Sauf si je me fais scalper par un Indien. Ton frère qui t'aime, T.P. Egan. Alors évidemment, cet homme, il va mourir. Donc on a plein de lettres. Celle-ci, elle est un peu anecdotique, mais on a des lettres beaucoup plus complètes, qui nous contextualise la bataille, qui nous donne des renseignements sur la bataille, des renseignements vraiment importants. Tout est capital, en fait, pour comprendre. Chaque détail, comme il y a une controverse énorme sur Little Big Horn, tout détail est important. Il ne faut rien négliger dans ce genre d'enquête historique. Donc là, on entre dans cette partie dont je vous parlais sur la bataille elle-même. Donc de last stand. Donc last stand, c'est une expression qui a duré. C'est simplement en fait pour évoquer la dernière résistance de Custer et de ses hommes. Donc on a énormément de plans dans ce livre, des plans qui sont loin d'être anecdotiques, qui sont des plans qui nous permettent de comprendre véritablement les enjeux de la bataille, les progressions de chaque troupe, de chaque élément de l'armée, des Indiens, le positionnement, comment ça évolue, parce que ça évolue rapidement. Le site de Little Big Horn dans le Montana, c'est un mélange de plaines et de grosses collines avec des ravins assez encaissés, et donc les collines vont jouer un rôle très important pour l'attaque des troupes et pour savoir comment est-ce qu'on finalement réussit à gagner cette bataille. L'enjeu de Little Big Horn au début,
selon Custer, qui avait visiblement carte blanche de la part de ses supérieurs. Il y a tout un débat autour de ça, mais finalement on en arrive à la conclusion qu'il avait il faisait ce qu'il, pas quartier libre, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et donc c'est très important parce que Custer aurait eu comme stratégie finalement, comme c'était le cas très souvent, comme il l'avait fait déjà de nombreuses fois avant, de capturer les Indiens. Donc son but, ça n'est pas de tuer une armée indienne. Son but, c'est de capturer des civils, des chevaux, et après avoir capturé les civils et les chevaux, globalement, les soldats indiens se rendent parce qu'ils voient que c'est un peu trop tard. L'armée a capturé des civils et on n'a pas envie de risquer la vie de civils, même chez les Indiens. Donc, le but, c'est d'encercler un village. Les Indiens, à Little Big Horn, sont installés sur une plaine au bord de cette rivière et qui court entre les collines. Il y a une plaine et un village a été installé. Dans ce village, il y a 4500 civils, à peu près. Donc avec des tipis, souvent les Américains comptent en nombre de tipis. Tant de tipis signifie qu'il y a à peu près tant d'Indiens. Donc les rapports, après étude, on imagine qu'il y avait à peu près 4500 civils qui étaient dans ce village. Le but de Custer, encore une fois, c'est de prendre à revers, avec ses unités, le village, d'arriver par surprise, de capturer les civils, les chevaux, et ainsi de faire pression sur les soldats, sur les guerriers indiens, qui finalement n'assisteront sûrement pas pour se battre au risque de perdre des civils. On parle de 1500 guerriers. Alors, il y a eu des chiffres totalement farfelus qui ont été avancés. Pendant des années, on a dit les Indiens étaient des milliers. Parfois, ça a été l'inverse. On s'est arrêté sur 1500 guerriers indiens contre environ 600 soldats américains. Et donc, c'est tout à fait jouable. Globalement, il y a des précédents. Custer a réussi, et d'autres, à maîtriser globalement des tribus indiennes assez facilement. C'est un classique de la conquête américaine. Parfois, une poignée de 50 soldats américains réussissent à venir à bout de plusieurs centaines d'Indiens. Il y a des précédents, il y a un tas de petites batailles ou des échauffourées comme ça qui nous prouvent que c'est un classique dans l'armée américaine. Et là, Custer, il veut simplement en fait continuer ce qu'il sait faire, c'est-à-dire on va à Little Big Horn, on fait attention quand même, mais malgré tout, on y va confiant. Quelques jours avant, il y a des témoignages, Custer écrit des lettres, les soldats écrivent des lettres. Certes, on est inquiet, on est en guerre, mais on est confiant. On pense que ça va plutôt bien se passer, comme ça a pu se passer précédemment. Malheureusement, il va y avoir un élément déclencheur, dont je vais vous parler après, qui fait que ça ne se passe pas du tout bien comme ça aurait dû se passer. Donc, je vais vous lire un autre extrait qui est assez intéressant sur la bataille et sur comment est-ce qu'on arrive rapidement à perdre pied dans une bataille et comment finalement on ne sait plus qui on combat, on ne sait plus comment combattre. Alors là, ça va concerner les Indiens. Parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de témoignages d'Indiens, de chefs, de soldats qui ont survécu à cette bataille et qui ont rapporté après ce qu'ils en pensaient et comment ils ont interprété ces journées, comment ils les ont vécues. Il est assez courant qu'au début du XXe siècle, il y a encore beaucoup d'Indiens qui étaient vivants et qui ont témoigné. Et donc là, on a le témoignage d'un chef indien, Rain in the Face, comme ça qu'il s'appelle. Et donc, en fait, il va nous expliquer que les Indiens eux-mêmes étaient dans la plus grande confusion. Ils ne savaient même plus à un moment donné qui ils combattaient. Donc voilà le témoignage d'un chef. Enfin, des extraits de témoignages. Donc voilà. Rain in the Face constate qu'il y avait beaucoup, entre guillemets, de très jeunes guerriers qui avaient uniquement un casse-tête ou un tomahawk dans leurs mains. Ces jeunes braves ont plongé dans la mêlée, frappant les soldats et volant leurs chevaux. Pendant ce temps, sur la crête, Lem White Man est descendu de son cheval pour ne pas s'exposer aux tirs ennemis. Alors qu'il arrête sa course pour regarder des Cheyennes achever un Notaxetoes, donc ça c'est un ennemi, une voix retentit. Les Arikawa Kiktepo, il nous dit. Donc je vais regarder la traduction, moi je parle pas indien. Tuez cet
Arikara. Donc un Arikara, c'est une autre tribu indienne. Donc tuer cet Arikara. Un coup de feu éclate. L'âme White Man s'écroule, touché mortellement en pleine poitrine. S'il avait tressé ses cheveux à la manière des Cheyennes, le chef n'aurait peut-être pas été pris pour un éclaireur Arikara. Et le Minkuju, donc ça c'est une autre tribu, des Minkuju Little Crow, qui s'affairent maintenant à le scalper, n'auraient pas commis cette irréparable erreur. Donc voilà, ensuite ils achèvent même un autre éclaireur en lui tirant une balle dans la tête. Donc là on est en pleine confusion, c'est-à-dire que les Indiens ne se reconnaissent plus sur le terrain de la bataille, ils ne savent plus qui ils tuent. Il y a des éclaireurs indiens parmi les hommes de Custer, donc évidemment on se dit il y a des Indiens, ce sont des ennemis, ce sont des traîtres, ils travaillent avec Custer. Dire qu'on n'a pas besoin de ça entre Indiens pour ne pas s'apprécier, mais là en tout cas la coalition Sioux, Cheyenne, Comanche, tout ça, Arapaho et Blackfeet, ce sont globalement les protagonistes. Non, il n'y avait pas de Comanche, je crois. Ce sont les protagonistes de Little Big Horn. Ils ont une coalition, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas envie de s'en prendre à d'autres Indiens. Encore plus quand ceux-ci sont avec Custer. Donc là, on confond les Indiens et on finit carrément par aller tuer un chef. Donc il y a plusieurs Indiens importants qui sont morts dans cette bataille, et des chefs de tribus, de clans, et en fait ils ont été tués par leurs propres alliés. En fait ce sont des Indiens qui les ont tués à coups de tomahawk, qui les ont scalpés, qui leur ont tiré des balles. Les Indiens ont des fusils, hein, ils sont d'ailleurs extrêmement bien équipés, et donc du coup c'est la panique générale. Donc là, on a vraiment des témoignages comme ça, on en a beaucoup qui nous rappellent justement ce problème de confusion au moment de la bataille. Un élément à noter intéressant, les Indiens, je vous disais à l'instant, sont très bien armés. Donc ils ont des Winchester 73, hein. La fameuse, on ne la présente plus, cette carabine à répétition exceptionnelle. Ils ont des Colts aussi. Et les soldats américains, eux, ont d'autres fusils. Ils ont des fusils à plus longue portée, mais qui sont extrêmement longs à recharger. Alors, les Américains ont un avantage, parce que ce fusil à longue portée est très efficace. Il est précis. La Winchester est de bien moins longue portée et un peu moins efficace. Par contre, elle a l'avantage d'avoir la répétition. Donc l'armement est plutôt équilibré. Évidemment, dans le 7e de cavalerie, les hommes portent des armes de poing, hein. Un Colt, deux s'ils ont des armes personnelles, mais c'est plutôt les officiers qui ont des armes personnelles. Ils ont des fusils, je crois que c'est des Springfield, mais je ne suis plus très sûr. Donc un fusil à gros calibre. Il a été dit que ce fusil pouvait s'enrayer un peu. Que ça aurait pu participer globalement à la défaite. Alors il y a eu des recherches archéologiques, parce qu'il ne faut pas croire, c'est assez pointu finalement, des recherches qui ont prouvé que près des soldats morts, on avait une quantité de douilles véritablement importante, des dizaines de douilles, ce qui prouve globalement que les soldats ont quand même pu utiliser leur matériel jusqu'au bout, et que c'est pas forcément ça qui a causé la perte du 7e de cavalerie. Donc voilà, je voulais dire un mot sur cet élément assez intéressant sur l'armement. Il y a toujours un débat amusant. Que portait Custer au moment de sa mort? Il avait un fusil personnel amélioré, de très bonne qualité, et il avait des armes. Et alors, ça peut étonner les gens qui ne connaissent pas l'Ouest, mais il n'avait pas de Colt, et il n'avait pas non plus d'armes célèbres comme des Smith & Wesson, donc ni Colt, ni Smith & Wesson à Little Big Horn. Il avait, d'après ce qu'on sait, d'après les témoignages, parce que les armes ont été volées par les Indiens, donc on ne les a pas retrouvées, il avait ce qu'on appelle des bulldogs, donc des British Bulldogs, donc des armes très courtes, faciles à porter, moins encombrantes que les Colts, et il en aurait eu deux, visiblement, pour se défendre jusqu'au bout du bout. Ils n'ont pas été retrouvés. Par contre, au pied de Custer, quand on a retrouvé sa dépouille, on a retrouvé énormément de douilles de ces deux revolvers. Donc évidemment, il a utilisé ça jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières minutes du combat, quand je vais vous en parler là, quand il n'y avait plus rien à faire en réalité. Alors il y a un élément assez important qui a fait beaucoup parler dans la bataille de Little Big Horn. C'est le message, le dernier message que Custer a envoyé pour demander des renforts. Alors là, il faut s'arrêter et parler un petit peu.
En fait, à peu près 600 hommes, 207 chez Custer. Et il a des éclaireurs indiens, il en a 35, je crois, si ma mémoire est bonne. Et on a aussi 2 autres régiments, du 7e de cavalerie, qui sont dispersés. Donc, Custer a décidé de séparer son régiment en 3 compagnies, plus ce qu'on appelle le train de ravitaillement. Alors le train de ravitaillement, il y a des hommes, il y en a une centaine, ça reste à l'arrière pour être protégé de la bataille. Il y a dans son train de ravitaillement, comme je vous dis, des hommes évidemment prêts à se battre, et il y a aussi le ravitaillement armé, à savoir les munitions. C'est un train de mulets et de chariots, hein. Et donc il y a des munitions, et tout ça est stocké à l'arrière pour éviter que ça tombe entre les mains des Indiens. Et donc il y a 3 compagnies, subdivisées en petits régiments, mais il y a 3 compagnies. Il y a celui de Custer, et 2 autres gradés. Donc il y a le major Reno et le capitaine Bentin. Donc ces 2 hommes vont avoir une importance capitale dans la bataille de Little Big Horn. Pourquoi ? Custer leur a donné l'ordre de rester en arrière, stratégie normale. Lui, il part en éclaireur avec sa compagnie, il se rapproche du village, et ensuite il est dit que les autres compagnies, qui comportent quand même 170 hommes et 125 hommes, puissent rejoindre Custer dès que la bataille va commencer. Le problème, c'est qu'il a affaire à 2 personnalités assez particulières. Il y en a un qui n'aime pas du tout Custer, ça doit être Bentin, je crois, et l'autre qui ne l'apprécie pas beaucoup plus, qui s'appelle Reno. Et en plus de ça, on a affaire à des gens, notamment un, ça doit être Reno, qui est alcoolique. Il y a des témoignages édifiants de soldats qui ont laissé des lettres, qui ont témoigné après la bataille. Et alors, il y a des lettres privées et il y a des témoignages publics qui rapportent que ce Reno, il était ivre, ou en tout cas en passe de le devenir dès les premières heures de la bataille. Donc il était dans sa tente, il buvait beaucoup, il prenait de mauvaises décisions, voire pas de décision. Et effectivement, en plus de ça, il y avait un antagonisme marqué avec Custer. La grande théorie du livre, qui est soutenu par de nombreux historiens américains, c'est que ces deux gradés ont tout simplement trahi Custer. Custer s'engage dans la bataille, il n'est pas totalement dépassé, même pas dépassé du tout. Au début, ça se passe plutôt bien, c'est une manœuvre habituelle. Il voit juste qu'il y a beaucoup d'Indiens. Et il envoie un mot pour aller chercher du ravitaillement. Je vais vous lire ce mot, je vais vous le montrer aussi à l'écran. Donc un mot qui est célèbre, c'est le seul ordre militaire qui est conservé de la bataille de Little Big Horn. Il est aujourd'hui au musée de West Point, l'académie militaire américaine. Donc voilà ce que nous dit globalement ce que nous dit mot pour mot, ce message. Alors donc, ordre au capitaine. Besoin important de munitions. Faites vite. Il y a un grand camp indien devant nous. Donc voilà, c'est tout simple. Ça tient en ces quelques mots. Donc ça a été donné ça a été adressé à Bentin et évidemment donc au capitaine. Et évidemment, c'est une trace écrite importante parce que on voit bien que Custer, il a donné un ordre. Il sait ce qu'il veut. On a besoin d'aller chercher des munitions et on a besoin que les hommes arrivent. Donc je vous lis un petit extrait d'analyse de l'auteur. Beaucoup d'auteurs ont vu dans ce message un appel désespéré d'un bataillon submergé par des milliers de guerriers à l'affût. D'autres ont vu un Custer espérant l'arrivée rapide du train de mulets. Or, compte tenu des preuves dont on dispose, ces 2 interprétations peuvent être écartées. Le village est certes grand, mais loin d'être gigantesque. Il n'y a pas plus de guerriers qu'escomptés, et il ne représente alors, à ce moment-là, aucune menace. En parlant d'un grand village, le colonel veut simplement informer Bentin que les Indiens se sont rassemblés en un seul camp. Les 2 bataillons doivent donc se réunir pour attaquer l'unique objectif et soutenir Reno. Donc ça c'est l'autre, c'est le major. Le « soyez rapide » mis entre guillemets, témoigne une fois encore que Custer s'impatiente tout simplement. Dans le langage de la cavalerie de l'époque, les paquets de munitions, entre guillemets, ne représentent pas le train de mulets en entier, mais des extras, plusieurs caisses de munitions transportables par les troupiers. Fait intéressant, Custer estime son subordonné si lent
qu'il le suppose proche du train de Mullet, ce qui est exact d'ailleurs, et donc apte à prendre rapidement des suppléments de munitions. Alors ce message il est capital parce que évidemment il n'est pas suivi dans les faits. C'est-à-dire que Bentin ne va pas obtempérer. Et il va prendre tout son temps. Les témoignages sont accablants. Cet homme, qui était à quelques kilomètres de la position de Custer, il ne va pas se déplacer au galop. Ils vont être au pas, tranquillement. Ils vont même faire des pauses. Et ils vont petit à petit, mais vraiment petit à petit, s'approcher de la bataille, alors qu'il y a un nombre de témoignages incroyable qui nous explique que là ce sont les hommes de Bentin ou de Reno, l'autre compagnie qui est à un autre endroit, qui nous expliquent qu'ils ont entendu distinctement les coups de feu venant de la colline sur laquelle Custer était implanté. Ils ont vu les panaches de fumée, ils ont entendu le pas des chevaux, ils entendaient tout ça distinctement, ils savaient très bien qu'il fallait se déplacer à cet endroit et qu'il fallait rejoindre Custer. Or, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que les 300 ou 400 hommes avec ceux du train de Mullet qui auraient dû rejoindre Custer ne l'ont pas rejoint. Et Custer s'est retrouvé avec sa compagnie à 207 soldats sur la colline où finalement il ne pouvait pas résister parce que même si le déferlement indien n'a pas été celui dont on a parlé finalement en grossissant les effectifs, il a quand même été important. Et les Indiens eux-mêmes avaient envie aussi d'en découdre. Toujours est-il que les deux compagnies ne se sont pas rapprochées de Custer et la thèse du livre, quand on sort du livre et qu'on a tous les témoignages en main d'époque, plus les analyses postérieures, on comprend effectivement qu'il y a eu ouvertement une traîtrise. Le livre nous parle de la période après la bataille, et on nous parle de procès. Il y a eu un procès autour de Bentin et de Reno, ces deux officiers. Ils n'ont pas été condamnés, parce que finalement, il y a plusieurs raisons. On s'est aperçu, en dépouillant les actes de l'époque, que les signatures de témoignages favorables à Bentin et à Reno, en fait, étaient des faux. Les signatures sont fausses, les témoignages sont faux. Les hommes qui ont été interrogés et qui faisaient partie de ces compagnies, a posteriori, ont dit non, on n'a jamais témoigné pour Reno ou Bentin. Certains ne savaient pas écrire. Des signatures ont été comparées par des historiens. Avant le procès, les hommes signaient d'une croix. Après le procès, enfin pendant le procès, leurs témoignages étaient finement écrits. Donc évidemment, tout ça ne tient pas la route. Ces deux officiers ont truqué le procès et sans doute avec la complicité dégradée, avec la complicité de l'armée qui ne voulait pas faire de vagues. En fait, qui voulait trouver en Custer le responsable de Little Big Horn, de la défaite de Little Big Horn, et qui ne souhaitait pas qu'on s'aperçoive que dans l'armée, il y avait des problèmes d'autorité, des problèmes de respect de l'autorité, et des éléments qui n'étaient pas capables, qui n'avaient pas leur place. Comme Reno, donc voilà, qui avait bu et qui était incapable de donner des ordres. Ce Reno, donc qui était major, je crois, à un moment donné, pendant l'attaque, quand Custer se défendait contre les Indiens, lui, il était un petit peu plus loin, sur une colline, et il était incapable de donner des ordres. Il y a eu un assaut d'Indiens, un assaut qui, d'après le témoignage des hommes de Reno, aurait pu être contenu tranquillement si les ordres avaient été donnés comme il le fallait. Or, c'était la panique générale, Reno lui-même était caché, et puis finalement les hommes sont partis, se sont dispersés un peu partout parce qu'il n'y avait pas d'ordre de la hiérarchie, et ça a été la débandade. Alors ça n'a pas été un massacre, il y a eu plusieurs morts, mais la débandade, et ces gens n'ont pas réintégré la bataille après. Des sous-officiers et des officiers de Reno ont voulu aller rejoindre Custer pour l'aider, ils n'en ont pas eu l'autorisation. Bentin et Reno ont refusé de donner l'autorisation pour aller aider Custer. Ça a été avéré par plusieurs témoignages. Donc voilà, donc je vais aller sur le moment le plus tragique de cette histoire. Donc je vais vous parler de la fin de Custer.
Je vais vous citer un petit extrait. Évidemment, le général Custer a fait ce qu'il pouvait. Si c'était un grand stratège et si c'était un homme charismatique, un grand soldat qui n'avait jamais été blessé, eh bien, il n'était pas pour autant un surhomme. Il a défendu le mieux qu'il pouvait, visiblement, d'après les experts militaires d'aujourd'hui, d'une manière exemplaire, la colline sur laquelle il était situé, mais il ne pouvait pas faire de miracle. 207 hommes ne peuvent pas tenir contre 1500 ou 1200 Indiens qui déferlent et qui, encore une fois, rappelez-vous, sont armés également, qui ont la capacité de se défendre, notamment avec les armes aussi qu'ils récupèrent sur les morts. Donc non seulement ils ont leur Winchester, leurs armes de natifs, hein, Tomahawk ou casse-tête, mais ils ont aussi les armes qu'ils récupèrent et les chevaux qu'ils récupèrent. Donc au bout d'un moment, on a beau être un bon militaire, on n'a pas les munitions suffisantes et on n'a pas les hommes qu'il faut. La résistance se réduit comme peau de chagrin, le carré de résistance est de plus en plus faible et finalement on se retrouve à la fin avec une quarantaine d'hommes, donc une poignée, contre des centaines, si ce n'est un millier, des centaines d'Indiens qui déferlent, et évidemment 40 hommes, même en carré, même aguerris à la guerre, et finalement on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà, je vais vous lire à la fin un témoignage. Donc là, l'auteur nous parle et après il y a quelques extraits. La blessure du colonel Custer saigne abondamment. Il a lâché dans l'herbe son fusil Remington et se bat maintenant avec l'un des revolvers Bulldog dans sa main droite. Le lieutenant Granger du 6e régiment d'infanterie commente la découverte du corps le 27 juin. Près du corps de Custer, il y avait 17 douilles de son propre fusil. Le lieutenant McGear dira avoir trouvé une douille particulière qui venait de l'arme de poing de Custer. Le sergent Ryan et le soldat Taylor confirment la découverte de douilles de revolver sous le corps du général. La main gauche de Custer sert de garrot aux flots de sang qui sortent de sa poitrine. La lettre sur laquelle il s'est endormi la nuit du 21 au 22 juin 1876 lui repasse certainement devant les yeux. Ces derniers mots à Libby. Libby, c'est Elisabeth, c'est sa femme, avec laquelle il avait une relation presque fusionnelle, nous disent les commentaires. Ces gens étaient extrêmement amoureux. Elisabeth Custer était une très très jolie femme d'ailleurs, et ils avaient vraiment une relation d'amour, oui, vraiment passionnelle, hein. C'est ce qui est rapporté par plein de gens. Ils s'écrivaient tout le temps, elle le suivait globalement partout. Donc là, il l'a laissé au fort, à quelques centaines de kilomètres. Mon amour, je n'ai que peu de temps pour t'écrire avant que nous commencions la marche à midi. Et j'ai beaucoup de choses à organiser pour les éclaireurs. Ne sois pas inquiète pour moi. Tu devrais être rassuré d'apprendre que je suis fidèlement tes recommandations de rester près de la colonne. J'espère avoir de bonnes nouvelles à t'adresser. Bon, c'est écourté. Dans mon prochain message, ton dévoué Oti. Donc Oti, c'était son surnom. La lettre de sa femme croise la sienne, mais il ne la lira jamais. Deux points, ouvrez les guillemets. La lettre de sa femme, donc. Ta sécurité est tout ce qui m'importe. Mes pensées, mes rêves, mes prières sont tout pour toi. Que Dieu te protège pour toujours, ta Libye. Les hommes du bataillon de Custer sont seuls maintenant. Il n'y a plus d'espoir. Ce n'est pas parce que Bentin et Reno ne sont pas venus. Voilà la conclusion. C'est parce que Bentin et Reno n'ont jamais voulu venir. Donc là, on n'est pas à la conclusion du livre, mais on est à la conclusion sur l'affaire Bentin Reno. Ces gens n'ont jamais voulu venir aider Custer. Il y a une volonté de nuire, il y a une volonté de ne pas aider le lieutenant-colonel. Tous les témoignages convergent, les lettres des soldats, les preuves archéologiques. On a tous les éléments en main pour comprendre que ça n'est pas un complot, mais c'est simplement de la traîtrise qui aurait mérité la cour martiale, évidemment, sans doute même la peine de mort. Ces gens n'ont pas été inculpés, ils ont même été graciés pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure. Alors, il reste un mystère assez entier autour de la mort de Custer. Alors, on pense on est quasiment certain que Custer ne s'est pas suicidé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il était assez fréquent dans l'armée, la cavalerie, de conserver une balle pour soi, la dernière, pour ne pas tomber aux mains des Indiens. Parce que, évidemment,
On ne voulait pas tomber aux mains des Indiens pour une raison évidente, pour éviter la torture. Parce que les Indiens ne tuaient pas toujours les prisonniers, ils les emmenaient, ils les torturaient, des tortures. Évidemment, vous imaginez, la torture, c'est toujours horrible. On a des témoignages qui nous disent qu'on a entendu hurler certains captifs américains qui ont été emmenés dans le camp le soir de la défaite de Custer, parce que les deux régiments, celui de Benton et de Reno, eux, sont restés en dehors de la bataille. Donc ils ont repoussé un petit peu les derniers Indiens, mais les Indiens finalement n'avaient pas envie d'aller au conflit pendant des jours et des jours. Donc après avoir achevé Custer et avoir éliminé la menace imminente, c'est-à-dire le régiment qui était près du village, ils ne sont pas allés à quelques kilomètres s'occuper des autres régiments. Et les éclaireurs américains qui ont surveillé ce qui se passait le soir dans le village ont entendu des hurlements liés aux actes de torture. On a retrouvé des corps coupés en morceaux, des corps qui avaient été préparés dans des marmites. Il y a peut-être eu des actes de cannibalisme rituel. Et donc voilà, on veut éviter tout ça, on veut éviter de souffrir. Donc on se dit que potentiellement on garde une balle pour la fin. Et effectivement, il est avéré que certains hommes du 7e de cavalerie se sont suicidés au tout dernier moment pour éviter d'être pris. Là on parle des dernières minutes de l'assaut en réalité. Il y a eu ce débat autour de Custer. Est-ce que Custer s'est suicidé pour la bonne et simple raison qu'il n'a que 2 blessures. Il a une blessure près de la tête et il a une blessure au-dessus de la poitrine. Globalement, on évacue le suicide pour certaines raisons. Donc je vais vous lire un extrait qui concerne justement les blessures de Custer. Un élément assez intéressant. Le lieutenant-colonel est retrouvé près du sommet de la colline qui porte désormais son nom. 42 soldats et officiers sont morts autour de lui. Voilà, on parle des 40 derniers en fait. Retranchés derrière les cadavres de 39 chevaux. Beaucoup de rumeurs de suicide ont circulé à propos de Custer, mais le verdict de ceux qui ont vu son corps rend le suicide impossible. Il y a de nombreux témoignages. Le colonel sera retrouvé couché près d'un cheval mort, 17 douilles de son fusil Remington et beaucoup de douilles de ses revolvers Bulldog à ses côtés. Nous pouvons raisonnablement supposer, avec les preuves dont nous disposons, que le colonel est tombé de cheval à cause de sa blessure au flanc gauche et qu'il a vécu les derniers instants de sa vie en déchargeant l'un des 2 revolvers anglais du type Bulldog à canon court. On constatera qu'il a l'index droit tranché. Un Indien a voulu sûrement s'emparer de son revolver et comme le doigt était coincé dans la détente, le guerrier l'a coupé. Alors on nous fait toute une description de la position post-mortem du corps et on nous explique en réalité que Custer est un des rares, si ce n'est presque le seul, à ne pas avoir été mutilé. Donc, la quarantaine d'hommes autour de Custer, et tous ceux qui sont sur la colline autour, ont été retrouvés entièrement nus, parce que globalement, les Indiens récupéraient tout, les bottes, les vêtements, les ceinturons, tout était récupéré. Donc ces gens étaient nus, mais ils étaient mutilés. Les Indiens mutilaient les morts, comme je le disais tout à l'heure, et ils avaient leurs raisons. Alors, on peut toujours trouver des raisons, évidemment, spirituelles. Les Indiens coupaient les mains, coupaient les pieds, voire émasculaient et éventraient, éviscéraient en réalité les morts, parce qu'ils considéraient que un mort qui n'avait plus ses mains, plus ses pieds, qui était éviscéré, ne pourrait pas rejoindre la notion de paradis qu'ils avaient et était condamné à errer comme une âme en peine. Donc pour eux, c'était une double punition. La mort plus la punition à l'errance pendant globalement tout le reste de sa vie spirituelle, si l'on peut dire. Et tout le monde, ou quasiment tout le monde, a été mutilé, à part de rares personnes qui étaient cachées dans des fourrés, le corps n'avait pas été trouvé, ou tombé sous des chevaux, et Custer, lui, qui était à côté d'un cheval, qui n'est pas le sien d'ailleurs, son cheval a disparu, a été retrouvé quasiment intact. Donc il a un doigt coupé, il a une légère blessure à la cuisse, et il a sa blessure mortelle au-dessus du cœur, et une blessure à la tête. Les témoignages convergent, la blessure à la tête ne saigne pas du tout, et elle ne possède aucune trace de poudre, et sa main n'est pas du tout en position de pouvoir tirer, et son revolver est déjà plus loin également. Donc Custer
ne s'est pas suicidé. Cette blessure à la tête, elle est visiblement attestée du fait que les Indiens, le soir de la bataille, quand ils ont éradiqué ce qui restait du 7e de cavalerie, se sont déplacés sur la colline et ont tiré sur tous les corps pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. Donc ils leur tiraient dans la tête. Ils tiraient parfois à distance. Donc globalement, on pense que cette blessure est une des blessures comme de nombreuses blessures faites par les Indiens pour s'assurer que le militaire en question est bien mort. Custer, lui aussi, a été dépouillé de ses vêtements, mais par contre, il a été remis dans une position qu'on qualifiera de respectueuse. Les gens qui l'ont trouvé disent que voilà, il n'avait pas été maltraité, qu'il était dans une position couché sur le flanc, alors que tout le monde autour de lui était éviscéré. On peut se poser des questions. Il avait un homme auprès de lui, le capitaine Keogh, qui n'a pas non plus été qui n'a pas été éviscéré, qui n'a pas eu d'acte de barbarie post-mortem. Et alors, on a une interprétation. Keogh a eu une femme indienne et Custer finalement était aussi apprécié par les Indiens et notamment par certaines indiennes qu'il avait connues dans des réserves. Il a été attesté que plusieurs femmes indiennes étaient sur le lieu du massacre et seraient intervenues pour qu'on ne touche pas du tout, alors probablement à ce jeune Keogh et au général, enfin au lieutenant-colonel Custer. Donc voilà l'interprétation pourquoi Custer a été retrouvé intact alors que tout le monde est démembré, coupé en morceaux. Est-ce que finalement on ne peut pas aller plus loin? Ça n'est pas dit dans le livre, mais je pensais à ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement les Indiens ne l'ont pas mutilé? Eh bien parce qu'ils voulaient lui offrir la possibilité d'un paradis. Puisque pour les Indiens, éviscérer, couper les bras, les jambes, condamne aussi le mort à errer sans fin et à ne pas rejoindre le paradis. C'est une possibilité, on peut réfléchir à ça. Donc voilà, sur la fin de Custer. Ensuite, on a dans le livre des annexes. On a également un dernier chapitre qui nous parle du procès, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, du procès de Benteen et de Reynaud, le capitaine Benteen et le major Reynaud, procès qui ne donnera rien, procès de l'armée. On a une analyse fine de la situation quelques années après. Donc il y a plusieurs batailles qui vont suivre Little Big Horn, dont une autre dont on va beaucoup parler. L'auteur nous explique le contexte de cette dernière bataille qui va finalement entraîner la capitulation des Indiens, de pratiquement tous les Indiens. On nous parle de la fin des grandes figures comme Crazy Horse, comme Sitting Bull. La part belle est faite aux Indiens dans ce livre. Évidemment, on nous parle de leurs croyances, leur mode de vie. On nous parle des grandes qualités de Sitting Bull, des qualités de combattants de Crazy Horse. On ne peut pas faire économie des Indiens d'Amérique quand on parle de Little Big Horn, c'est évident, et l'auteur ne fait pas économie de tout ça. Donc voilà, écoutez, il y aurait énormément de choses encore à dire dans ce livre. Je vous ai fait un tour d'horizon très large, mais je vous assure que par rapport à ce qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment dérisoire. Il y a un contenu fascinant, incroyable. Je vous le disais en début de vidéo, je le redis avant de conclure. J'ai rarement lu un livre d'une telle qualité. Il entre dans le top 10 des livres que j'ai lus de ma vie entière. Je parle des livres d'histoire, bien évidemment. Donc c'est un livre d'histoire fascinant, extrêmement bien écrit, extrêmement bien détaillé, extrêmement bien sourcé, très bien structuré, très bien découpé, avec une illustration extrêmement riche, véritablement. Il y a des photos incroyables, des photos d'époque, c'est toujours formidable. On a beaucoup de plans pour comprendre la bataille. On a des annexes très riches. On a un lexique sur le monde militaire à la fin. On a une chronologie qui commence avant Little Big Horn et qui va jusque dans les années 2000 à la fin du livre. On a une bibliographie extrêmement riche. Que demander de plus à un livre d'histoire? Il est formidable, j'ai pas d'action dedans. Franchement, pour les gens qui aiment l'histoire de l'Ouest, il faut absolument lire ce livre. Voilà, je vous laisse avec Little Big Horn, autopsie d'une bataille légendaire. Croyez-moi, vous passerez un moment exceptionnel en lisant ce livre. A bientôt pour une autre chronique vidéo.